Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau In Memoriam, Devoir de mémoire. Votre humble servante Julia Luonga sur le plateau. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée des invités sur le plateau. De gauche à droite, nous avons Monsieur Christian Mwamba, juriste indépendant, pénaliste. Nous avons aussi Serge Onyumbe, expert en communication et leader de l'AS Belgian The Vieux. Et nous avons Monsieur Richard Kiev Tchombe et ainsi Monsieur Martin Kayembe, journaliste indépendant. Oui, nous parlerons aujourd'hui du retour, un retour vers l'authenticité, un retour vers l'histoire de notre beau pays. Il est grand temps que nous nous rappelons exactement ce qui s'est passé tout autour de cette indépendance, qui est vraiment entourée de plusieurs multiples antivaleurs. Maintenant, aujourd'hui, cette émission vous permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et notre émission va se passer en deux volets. Premier volet, nous parlerons de l'indépendance, bien sûr. C'est un jour très important pour la République démocratique du Congo. Et ensuite, nous parlerons de tous les événements qui ont tourné tout autour de cette date. Entre autres, la relique du ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui a retrouvé sa terre natale, et nous parlerons aussi de la visite du roi de Belge ainsi que de la reine, et enfin nous clôturerons avec un micro-baladeur pour connaître qu'est-ce que la population pense de cette date. Ainsi, Monsieur Richard, que pensez-vous de cette date, de cette journée du 30 juin? C'est une journée importante, ça c'est sûr, parce que au 30 juin 60, on est sorti, pour les uns 75 ans, pour les autres c'est 80 ans. Ceux qui disent 75, ils partent de 1885. Ceux qui disent 80, comme le Premier ministre Lumumba dans son discours, ou même le roi Baudouin, ils partent de 1880. Donc c'est une journée importante parce qu'on sortait donc de 75 ans de colonisation. Et qui dit colonisation dit soumission, dit contrainte. Et donc, il est normal qu'un jour comme celui-là soit célébré d'une manière particulière. C'était pour ceux qui, à l'époque, étaient présents au Palais de la Nation, c'était un grand jour, un jour de soulagement, et cela nous a été transmis aussi. Mais pour vous, Lumumba, c'est un héros national ou un personnage qui a amené le pays à sombrer? Il y a plusieurs faces concernant Lumumba, et c'est comme ça pour tout le monde. Personne n'est fait d'une seule pièce. Patrice Lumumba, c'est un héros, ça c'est sûr, ça c'est indiscutable, ça ne se négocie pas. Mais comme tout le monde, il avait des défauts. Comme tous ceux de sa génération, il avait des défauts. Et donc, il faut assumer ses défauts et ses qualités. Et ce sont les deux qui font que Lumumba soit la personne que nous célébrons aujourd'hui. Monsieur Martin Kayembe, je vous vois cocher la tête. Je me dis, est-ce que vous partagez le même avis que Monsieur Richard sur ce plateau qui dit que Lumumba est de défaut? Moi, madame, c'est tout à fait normal. Comme être humain, il peut y avoir aussi des défauts et des qualités. Mais ce qui est important pour nous Congolais, c'est le fait qu'il a couru le combat, il a fait un bon combat pour qu'aujourd'hui qu'on parle de l'indépendance. Souvenez-vous qu'avant l'indépendance, comment les Congolais vivaient, et quand vous parcourez son discours, vous allez découvrir qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui sont passées avec nos frères belges. Où quand Lumumba vous dit que non, on nous fouettait matin, midi, soir, et tout ça, et qu'il a donné même de sa vie pour qu'aujourd'hui nous puissions recouvrir notre liberté. Je crois que c'est un personnage qu'on doit remercier et féliciter, et il mérite, il s'est passé aujourd'hui, parce que la relique est rentrée, et nous avons fait des comme africains. Je crois que c'est très important qu'on puisse parler de Lumumba. Comme a dit mon ami de droite, que Lumumba, c'est un héros. C'est un héros. C'est un héros.
Ah, vous pensez pareil, monsieur Serge? Bon, écoutez, la question de Lumumba aujourd'hui mettrait peut-être tout le monde d'accord, mais il faut aussi ne pas oublier que c'est un homme, c'est un être fait de chair et d'essence, c'est-à-dire imparfait. Lumumba fait son combat, mais Lumumba n'était pas seul. Je vous rappelle ici, je ne rappellerai d'ailleurs à personne que Lumumba n'a pas été assassiné tout seul. C'est-à-dire que le travail de Lumumba était un travail collectif, d'équipe. Il y a eu à une époque des étoiles, comme on dit, une génération qui avait compris la nécessité pour le Congo de s'indépendantiser, mais encore que quand j'utilise ce terme, je ne suis pas très à l'aise parce que est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Est-ce que nous sommes autonomes? Parce que moi j'ai fait un peu la part des choses. Est-ce qu'on nous a certes permis d'accéder à cette souveraineté internationale, mais est-ce que le Congo, par cette souveraineté, est devenu autonome? Lumumba fait son travail. Je crois que cette question pourra être abordée au cours de l'émission. Lumumba fait son travail. C'est à nous maintenant de nous demander qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il nous a présenté comme modèle, comme exemple. Et nous pensons qu'il mérite véritablement que nous puissions parler de lui. Et ce que moi je regrette souvent, c'est que notre école, l'instance de socialisation la plus extrême, la plus absolue, ne puisse pas donner de la valeur à ces homme à son combat. Ce n'est pas un culte de personnalité, mais c'est un besoin d'identité culturelle, politique et patriotique pour un peuple de s'y référer, d'avoir des modèles. Et je pense que nous devons véritablement marteler à tous les niveaux sur ce qu'était Lumumba et ce qu'il reste pour le Congo. Mais, je suis curieuse de savoir, mais une personne qui est autant un modèle pour les uns et pour les autres ayant des défauts, mais en quoi consisterait sa fuite alors si ce dernier ne devrait se reprocher de rien? Est-ce que Lumumba a fui? Lumumba n'a pas fui, à moins qu'on ne... Quand on regarde l'histoire, quand on regarde ce qui nous est balancé dans nos téléviseurs, on voit un monsieur dans une pirogue en train de échapper à la justice. Non, d'échapper à ses bourreaux. Bon, mais pourquoi on le poursuit? Bon, en fait... pour répondre à cette question, il faut revenir au point zéro. Immémorial. Voilà. Il faut revenir à ce qui s'est passé le jeudi 30 juin 1960 au Palais de la Nation. Et ce jour-là, le protocole avait prévu 2 discours, celui du roi Baudouin et celui du président Kasavubu. Là, je m'appuie sur le témoignage de Thomas Kanza. Thomas Kanza dit que, je crois un jour avant, la veille, Lumumba lui a demandé de relire son texte. Et lorsque Thomas Kanza l'a lu, il lui a dit non, Patrice ne fait pas ça. Demain, dans l'après-midi, il y aura un meeting au stade Tata Raphaël. Tu auras l'occasion de faire un tel discours. Mais pour la journée de demain, il faut un discours conciliant. Et d'ailleurs, il n'est pas prévu au protocole que tu fasses de discours. Et Lumumba a insisté. Et Thomas Kanza dit qu'il a insisté pourquoi? Il a insisté parce qu'il considérait que la loi qui nous régissait, la loi fondamentale, oui, avait été calquée sur la constitution belge. Et que dans la constitution belge, le roi ne peut pas faire de discours sans l'avoir fait viser ou valider par le Premier ministre. Or, le président Kasavubu, n'avait pas fait lire son discours par le Premier ministre. Et donc, Lumumba n'était pas content. Et donc, il a estimé qu'il devait faire son discours. Et Thomas Kanza, le lendemain maintenant, le jour du discours, donc le 30 juin, il est allé voir le Premier ministre belge, M. Eyskens, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Il leur a dit, écoutez, demandez que la cérémonie soit reportée d'1 heure au moins. Oui. Parce que il faut faire entendre raison à Patrice qui a prévu de faire un discours alors qu'au protocole, c'est pas prévu. Mais c'est curieux de savoir ce que ce discours cachait. Pourquoi on leur refusait de le faire si c'était un discours prévu? Monsieur Christian, dites-nous un peu, est-ce que si Lumumba aujourd'hui se réveillait, serais-tu content ou totalement serait mécontent parce que nous voyons ces reliques venir,
Mais est-ce que les coupables ont purgé leur peine? Puisque nous parlons de l'assassinat de Lumumba. Et derrière, quand on dit assassinat, vous êtes pénaliste, dites-nous qu'est-ce que vous comprenez là-dessus. Nous aimerons mieux comprendre ce qui s'est passé tout autour de cela. Et aujourd'hui, on nous rapatrie à une partie de son corps. Mais les coupables, qui sont-ils et qu'est-ce que la loi devrait faire d'eux? Mais est-ce qu'avant cela, est-ce qu'on ne devrait pas répondre à la question que vous avez posée? Pourquoi fuyait-il? Oui, vous pouviez le répondre, mais j'attends que M. Christian me dise qu'est-ce qui devrait se faire. Merci pour la parole, madame. En réalité, lorsque nous parlons de l'assassinat, sur le plan légal, le meurtre commis avec préméditation, c'est ce qu'on appelle assassinat. C'est-à-dire, l'on planifie même la manière dont on doit vous éliminer, comment ça va se passer et quels en seront les modes opératoires. Et si nous disons que le tout premier ministre congolais a été assassiné, certes, ça a été planifié. Mais la question fondamentale qui devrait se poser est celle de savoir qui a réellement assassiné Lumumba. Qui a réellement assassiné Lumumba. Parce que même lorsqu'il s'agirait d'intenter une action en justice, l'on doit accuser des personnes précises. Qui seront ces gens-là? Qui est-ce qu'on va pointer du doigt? Et puis, une autre question, c'est devant quel tribunal toutes ces choses doivent se dérouler. Donc, à ces stades où nous sommes, certes, il y a eu assassinat, mais si nous voulons ouvrir une action judiciaire, nous devrions d'abord commencer par savoir qui en sont les auteurs matériels, les auteurs intellectuels, et avec ces... C'est ça les droits. Oui. Avec ces choses oui. Et ces questions, maintenant nous pouvons saisir la juridiction compétente. Si ce sont les enfants Lumumba qui comptent saisir cette juridiction, et la RDC peut venir par ce qu'on appelle la protection diplomatique des substitutions pour essayer, n'est-ce pas, d'espérer une certaine réparation. S'agissant de la question de savoir et si Lumumba s'est réveillé, serait-il content de ce que la RDC est devenue? Cette question fait couler beaucoup d'encre. Et alors beaucoup. Parce que, à un moment donné, lorsque vous regardez la RDC, d'aucuns soutiennent que avant indépendance peut également être égal à après indépendance. Alors, Lumumba à ce stade, s'il s'est réveillé, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il devrait être content de ce qui se passe dans notre pays. Du coup, Monsieur Richard, nous comprenons que avec l'intervention de Maître, que Lumumba fouillait quelque chose. C'est ça. Oui, il le fouillait alors. Alors, est-ce qu'il se reprochait alors de quelque chose? Non, pas du tout. En fait, l'un d'entre nous a dit que, à juste titre, qu'il fouillait ses bourreaux. En fait, le 30 juin, il a fait son discours. Il s'est passé ce qui s'est passé. Le discours, il l'a fait. C'était un discours sans concession, un discours ferme. Et le roi des Belges l'a mal pris. Alors très mal. Et vous savez qu'à l'époque, la personne du roi des Belges était sacrée.
il y a en 1950, quand le roi Baudouin a accédé au trône, au Parlement, ils étaient au Parlement, les députés communistes se sont levés en disant, en criant « Vive la République, vive la République !» Et à la tête de ce groupe, il y avait un certain Julien Lao, qui était donc le chef de ce groupe, et il a été exécuté 2 semaines après. Et donc, c'est vous dire à quel point la personne du roi des Belges était sacrée. Et donc, si un Belge est exécuté pour avoir dit « Vive la République », je ne vois pas comment les Belges auraient accepté qu'un Congolais, disons qu'un Congolais aille défier le roi en pleine séance publique. En fait, c'est comme ça que le roi l'a ressenti, comme un défi. Et le même jour, il a décidé de rentrer en Belgique. On l'a calmé, on lui a dit d'attendre le dîner qui était prévu dans la soirée, parce qu'on a demandé ensuite au Premier ministre Lumumba de faire un discours de réparation, un discours qu'ils ont préparé avec le Premier ministre belge, Eskens, et au cours de ce discours que le Premier ministre a lu dans la soirée, il a plutôt pris le contrepoids de ce qu'il avait dit dans la matinée. Il a encensé la colonisation, etc. Ça a calmé le roi des Belges et donc il a poursuivi son séjour ici dans notre pays. Mais ce discours est vraiment ce qui a déclenché la mécanique de l'assassinat de Lumumba. Donc c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Si je peux me permettre également, moi je ne suis pas très à l'aise lorsqu'aujourd'hui, c'est vrai, une belle analyse, une approche juridique faite par les camarades Christian, mais moi je ne suis pas très à l'aise lorsqu'aujourd'hui encore on se demande qui a tué Lumumba. Ce n'est pas par hasard que la dent de Lumumba se retrouve en Belgique. Vous voulez qu'on nomme qui? Des êtres humains, qu'on dise c'est Kalala, c'est Pierre, c'est Kabongo. Aujourd'hui, nous savons que la dent de Lumumba se retrouvait en Belgique parce que les bourreaux de Lumumba étaient de la Belgique, en tout cas sous la direction du roi de Belge. Et les aveux, les excuses, les pardons, aujourd'hui présentés sur la place publique, sont une preuve matérielle d'un complot. Certes, il y a eu ce qu'on appelle un conglomérat, il y a eu d'autres puissances qui sont intervenues, les États-Unis, Lumumba a été plusieurs fois menacé, ainsi de suite, mais en tout cas, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, que nous ayons encore ce droit de dire ou de se demander qui a tué Lumumba. Non, je pense qu'on doit se poser cette question. Non, mais les réponses sont là, madame. La Belgique est déjà coupable, elle a assumé. Non, la Belgique n'a pas encore dit oui ou non si elle était coupable. La Belgique n'a pas dit cela. La Belgique a juste ramené une relique. On ne sait pas de quelle manière ça se retrouvait là. Ça, c'est encore un autre historique. Et heureusement que nous sommes dans In Memoriam. Oui, monsieur Martin. Non, moi, j'allais dire que nous sommes en mesure de demander qui a tué Lumumba. C'est tout à fait normal. Je suivais Juliana Lumumba. Oui. Il a dit non, malgré tout ce qui se passe maintenant avec la Belgique, qu'on nous a donné la relique, le corps de Lumumba, mais ça doit continuer. Nous devons savoir dans quelles circonstances on l'a tué, qui l'a tué, et s'il y a réparation, qu'on puisse le faire. C'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas comment. Mais écoutez, je ne vois pas comment. Ok, merci pour la parole. Ce qui est sûr est que lorsque vous suivez les discours du Premier ministre belge, vous allez comprendre que le Premier ministre belge reconnaît à la Belgique la responsabilité morale. Voyez-vous, voilà. Il reconnaît la responsabilité morale qui est différente de la responsabilité pénale ou civile. Pénale, civile ou même juridique. Il reconnaît la responsabilité morale de la Belgique. Voyez-vous, il y avait quelque chose que la Belgique devrait faire et que la Belgique n'a pas pu faire ça. Et en cela, il reconnaît qu'ils sont moralement responsables. Et cette responsabilité morale
ne donne lieu à rien comme réparation. Madame, là, on n'est pas d'accord. Madame, les points de vue d'un premier ministre, ce n'est pas de l'évangile. Non, mais nous sommes en face d'une responsabilité pénale. Parce que qui dit assassinat, c'est qu'il y a mort. Il y a un mort, mais la responsabilité morale n'est pas une responsabilité pénale. Le problème, oui. On a affaire ici à une diversité de voix. Qui parle au nom de la Belgique? Parce que la commission qui a été mise la commission parlementaire qui a été mise en place au début des années 2000, je parle ici de la commission parlementaire belge, qui a enquêté sur le sujet, a parlé de responsabilité morale. Quelques années plus tard, Monsieur Louis Michel a parlé de responsabilité tout court. Tu vois. Et il y a un problème. Qui est habilité à parler au nom de la Belgique? Et puis il faut faire la part des choses. En fait, jusqu'à présent, nous sommes entre la responsabilité morale et la responsabilité tout court. Et puis il faut faire ça ne donne pas lieu à une quelconque réparation. Je pense que c'est cela, maître. Cherchant un peu, parce qu'on est en train d'analyser, qui parle au nom de la Belgique. Voilà. Mais lorsqu'un premier ministre parle, et nous sommes dans un royaume, généralement dans des royaumes, c'est que les rois règnent, mais ne gouvernent pas. Alors que lorsque vous avez le premier ministre, chef du gouvernement, il prend la parole au nom de la Belgique. Et même le premier ministre reconnaît qu'il y a une commission parlementaire qui est en train de continuer à travailler, qu'il ne veut pas influencer cette commission parlementaire. Bon, alors, permettez-nous quand même, on va essayer de comprendre ce qui se passe et nous allons un peu entendre la réaction de M. Toumba Luaba et Bahati Lukwebo. On va nous le balancer, comme ça on va comprendre et nous allons retourner sur la question de cette responsabilité pénale, civile, morale, politique, voilà. C'est un grand tournant pour l'histoire nationale parce que j'ai la conviction que c'est maintenant, selon ce que Lumumba nous avait recommandé, demandé, que l'histoire de la RDC commence à se réécrire en de nouvelles pages d'indépendance. Je crois que c'est une grande opportunité, un grand tournant. Et avec le retour de Lumumba dans son pays, c'est le Congo qui renaît, c'est le Congo qui reprend vie. C'est, je crois, un moment où nous allons nous ressaisir pour être réellement debout, les Congolais debout, comme le dit notre hymne national. Nous allons célébrer l'indépendance demain. Monsieur Bahati Lukwebo, qui ce dernier dit que le fait que la relique soit rapatriée en République démocratique du Congo a rétabli l'histoire. Est-ce que
Monsieur Martin Kayembe, pensez-vous pareil avec l'honorable l'excellence Bahati Lukwebo? Oui, madame, ils ont parlé qu'on a rétabli l'histoire. Là, on est d'accord. Mais la question qu'on débattait ici concernait si réellement les Congo, la RDC, vous faites demander, on peut quand même aller loin. On a rétabli l'histoire de Mumbai là. Ça, c'est vrai, on est d'accord. Mais pourquoi on refuse que nous puissions, nous Congolais, savoir dans quelles circonstances on a tué le Mumbai, qu'il a fait? Pourquoi on nous refuse? C'est que l'histoire n'est pas rétablie. Aujourd'hui, on nous pas parle... Pas complètement rétablie, alors. Madame, aujourd'hui, on nous parle de commission parlementaire belge, premier ministre belge. Nous, Congolais, nous avons notre frère qui est juriste. Nous, Congolais, il n'y a pas d'instance que nous pouvons aller demander pour qu'on puisse, que la Belgique puisse comparaître et nous dire la vérité. Comment nous pouvons toujours entendre que c'est la commission parlementaire belge qui doit se réunir et nous entendons qu'ils puissent nous dire la vérité? Quelle vérité nous diront? Vous avez suivi, il y a eu ce que la France a fait dans d'autres pays comme Mali, par le consort, quand le président Macron est allé, la France a demandé pardon. Mais juste nous, quand on arrive, on dit non, on regrette. Quel est le thème que le roi a utilisé? Très bien. Oui, c'est révoltant ce que dit Martin. Oui, je suis un peu partagé là, parce que il y a lieu de savoir, si on dit qu'on a rétabli l'histoire, c'est que forcément l'histoire nous révèle qu'il n'y a pas besoin de poursuite judiciaire, à moins que vous nous disiez que l'histoire n'a pas été rétablie. La relique revient comme un mea culpa ou... Non mais madame, l'histoire est une chose, la justice en est une autre. Mais... Et je suis d'accord avec monsieur Kayembe, j'étais sur le point de le dire aussi. En fait, il n'appartient pas à la Belgique de qualifier sa responsabilité ou sa culpabilité. Cela revient à la justice d'établir les faits, les responsabilités. Parce que... Le maître nous dit qu'il faudrait connaître c'est quelle juridiction, c'est à qui devrons-nous demander. Non, mais pourquoi est-ce que nous devons nous dépendre de l'enquête menée par les Belges? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on a des juristes, pourquoi on ne ferait pas notre propre enquête en associant des experts belges, bien sûr, on mène notre propre enquête. Et puis, si je peux pour que nous ayons de regrets, des excuses ou une réparation. Non, madame, il y a un cas de jurisprudence en Afrique. Regardez ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Aujourd'hui, le Burkina Faso est occupé à juger les auteurs de ce crime affreux, même si on sait que les commanditaires étaient français. Vous voyez un peu, la République démocratique du Congo est en mesure aujourd'hui d'ouvrir un procès sur l'assassinat de Lumumba sur les territoires nationaux pour que l'on juge, même par contumace, on peut juger ceux qui ont commandité ces crimes, même s'ils ne sont pas là, on peut établir des responsabilités. Parce qu'on parle aujourd'hui de l'histoire qui a été rétablie. On m'a dit non, madame, c'est quoi cette histoire? Un bout d'histoire rapporté par ceux-là même qui étaient des bourreaux d'hier, donc ils sont eux-mêmes à la manœuvre, maîtres et sauveurs, criminels et gardiens, et vous voulez que la République vive en paix avec ça. Ça, c'est un discours politique que nous venons de suivre. Il n'est pas sociologique. Je crois que Maître devrait nous renseigner un peu plus, parce que nous devrions comprendre, est-ce que la République démocratique du Congo peut rester en justice pour demander réparation et poser la question pour savoir qui a exactement assassiné Lumumba et Okito, ainsi que son Paul Maurice. Encore une fois, merci de la parole. En réalité, la RDC et la Belgique, peut-être, si la RDC veut traduire un autre État en justice, la juridiction des États s'appelle la Cour internationale de justice. Et cette Cour internationale de justice n'a pas vocation d'emprisonner les États, car vous allez les emprisonner de quelle manière, mais de les condamner à des réparations. Bon, pour qu'on en arrive, nous avons le cas du tout premier ministre congolais qui a été assassiné. J'ai mis une belle analyse que j'ai entendue ici,
est que nos juridictions devraient d'abord ouvrir des enquêtes sur le plan national et que à l'aboutissement de leurs enquêtes, que nos juridictions nous disent voici des auteurs matériels, voici des auteurs intellectuels. Mais il s'est fait que les auteurs intellectuels semblent être un pays X ou Y. Avec des preuves que nous avons, c'est comme ça que l'on peut voir la Cour internationale de justice et ester en justice contre ces pays. Si c'est la Belgique, nous allons ester en justice contre la Belgique. Et la Belgique va devoir être invitée pour faire valoir aussi ses moyens. Voyez-vous? Mais maître, je pense que vous avez tort de vous focaliser sur les États uniquement. Oui. Parce que on ne sait pas à qui répondaient ceux qui ont assassiné Lumumba. Il faut l'établir. Qui a fait quoi et de qui il relevait. Parce que, vous savez, souvent dans notre pays, il y a une confusion entre la Belgique et les colons, par exemple. Okay. Deux entités différentes. Ce qu'un colon fait n'engage pas la Belgique. Et donc, ça, c'est quelque chose à poursuivre, à établir les faits avant de tenter de dire si c'est l'État belge qui est responsable ou coupable ou ce sont les individus. Parce qu'il se pourrait que ce ne soit que les individus. Mais s'ils sont commandés par un État, ils ne font que répondre... Non, mais les individus peuvent... Je donne l'opposant marocain, Ben Barka, qui a été tué, je crois, en 1965, par des individus de leur propre autorité. Ce n'était pas l'État français. C'est un cas de figure possible aussi. Donc il faut, je crois, garder la porte ouverte à d'éventuels cas de figure auxquels on n'a pas encore toujours tout autour de cette relique. Nous allons d'abord encore entendre les interventions de M. Okitundu et Tantoumouye qui nous diront ce qu'ils pensent de la venue de la relique. Et ensuite, nous allons continuer ces débats très, très enrichissants. C'est un moment pathétique parce que, comme vous savez, Patrice Lumumba a quitté ce pays en 61 et revient, non pas vivant et non pas sous forme de dépôt mortel au sens naturel du terme, mais sous forme de réplique qui incarne un dépôt mortel. C'est pour ça que c'est très émouvant ce moment. Comme vous savez, c'est le martyr de l'indépendance. C'est le libérateur de ce pays. Pas le seul, mais c'est celui qui a joué un rôle déterminant pour la décolonisation de notre pays. C'est pour ça que ce moment est vraiment très pathétique. Le bilan est que, vous savez, quand vous regardez nos routes, nous sommes ici à Lemba, l'asphalte qu'avait laissé le Belge est entré sous le sable. Au-delà des crimes, au-delà des tortures, les colons avaient organisé notre ville, avaient construit nos villes et avaient donné de bonnes conditions de vie aux Congolais. Aujourd'hui, on dirait que il y a des Congolais qui semblent regretter le colonialisme, alors qu'on devrait se réjouir d'être indépendant. C'est dire qu'aujourd'hui, le bilan est mitigé. Le Congo indépendant ne semble pas plus reluisant, plus rayonnant que le Congo colonisé. Nous avions suivi chez
Tundu, qui nous a fait comprendre que Lumumba a joué un rôle très important pour cette indépendance, ainsi considéré comme le tout premier ministre de ce pays. Comme le débat nous était en train de le dire, est-ce qu'il faudrait que la République démocratique puisse demander réparation, ou encore, je demanderai, est-ce que ce n'est pas un devoir qui est unique pour sa famille, ou bien la République aussi peut se greffer là-dessus et demander réparation à qui? À qui? Oui, maître, nous vous suivons. Merci encore pour la parole. Je crois que pour que la relique puisse arriver, même sa famille biologique, la famille Lumumba, les enfants Lumumba, ont été en justice contre 10 Belges jusqu'à ce que cette relique puisse être récupérée par le procureur fédéral belge. Et vous remarquerez même que le premier ministre belge a remis la relique à la famille biologique de Lumumba. C'est eux qui ont intenté une action en justice pour, n'est-ce pas, recevoir cette relique. De la même manière, cette même famille peut intenter une action en justice devant nos juridictions nationales, et s'ils ont quelques traces. Mais Lumumba, ce n'était pas un bien privé d'une famille biologique tout court. Lumumba, c'est un premier ministre congolais dont la renommée a transcendé les frontières nationales. Et pour cela, la RDC peut également ouvrir une action en justice. Donc, répondant à votre question, que ce soit la famille biologique de Lumumba, que ce soit la RDC, toutes les deux composantes ont cette possibilité de tenter une action en justice. Ça peut commencer sur le plan national. Ça peut commencer sur le plan national, c'est-à-dire nous ouvrons les enquêtes pour connaître qui a fait quoi. Dès que nous avons tous les éléments, comme je l'avais dit tantôt, nous établissons maintenant des responsabilités. On sait que tels sont des auteurs matériels, tels autres sont des auteurs intellectuels. Et comme ça a été dit, peut-être ça ne sera pas qu'un seul État. Peut-être ça sera 2, 3, 4 États. Et en ces moments-là, nous aurons encore la possibilité d'aller soit devant la Cour internationale de justice pour espérer une certaine réparation. Et si les auteurs matériels sont encore vivants, pourquoi pas le mettre en prison? Pourquoi pas leur faire subir la rigueur de la loi? Mais M. Serge dit que nous connaissons les auteurs. Rappelez-vous, quand on a parlé de... Quand il fallait qu'il atterrisse au Kasaï, et que par la suite il fallait qu'il aille au Katanga. Vous voyez ce jeu de ping-pong, quand on disait que le colis ou les crapauds doivent atterrir ici, les rois Moulopo n'en voulaient pas, ainsi de suite, vous comprenez? Donc, si le Congolais c'est pour dire que complice, la République devrait aussi... mais c'est justement, il y a des individus connus. Justement, il y a cette réalité. Alors, mais de l'autre côté, s'il faut revenir sur le reportage que nous avons suivi, madame, moi je suis un peu scandalisé lorsque vous entendez encore des Congolais, 62 ans après, ou 63 ans, je ne sais plus, parler de ce discours paternaliste où la Belgique a fait ce qu'il fallait faire. C'est nous les Congolais qui n'avons pas pu porter haut l'héritage du colonialisme. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Parce que le Congo, aujourd'hui, doit se sortir de cette inoptie ou de cette rêverie selon laquelle la colonisation, et c'est même le combat, les discours de Lumumba, que la colonisation était un bien-être, un bienfait pour le Congo, et que par la suite, devenir indépendant, c'était un cadeau qu'on nous a donné, que nous devrions par la suite continuer à caresser dans les sens de poil. Je ne pense pas que c'était un cadeau, parce que si c'était un cadeau, c'est que vous piétinez un peu le combat de Lumumba. Mais justement, c'est qu'un cadeau, c'est quelque chose qu'il méritait en fait. Mais justement, pour vous, l'indépendance, c'était un cadeau. Non, c'est le contraire de ce que j'ai dit. Lorsqu'on parle dans ce reportage et on entend un illustre ministre qui dit
que nous n'avons pas pu gérer ce que la Belgique nous a légué. Non, vous voulez qu'on parle du contentieux belgo-congolais, belgo-zaïrois? Vous voulez qu'on parle de cette réalité? Non, mais est-ce que ce qu'il est en train de dire, vous devrez l'analyser parce qu'il a donné des exemples. Il a juste donné des exemples, mais il n'a pas dit que le cadeau a été fait. Ils reconnaissent tous le combat de Lumumba, mais peut-être que ça n'a pas été mieux ciblé. Oui, madame, moi je suis inquiet. Oui. Quand je suis chez Kituntu, je suis le président du Sénat, je suis inquiet. Oui, exprimez-nous votre inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que je me rends compte que la classe politique n'est pas dans la logique que nous avons. La classe politique est en train de caresser la Belgique. Oui. C'est comme si la Belgique nous a fait cadeau 61 heures après. Ils disent, bon, maintenant je peux vous remettre la relique. Mais ils ont gardé cette relique. Si cette relique était ici, peut-être elle serait jetée dans le fleuve Congo. Non, c'est pas grave. Mais ce n'est pas le discours responsable. Voilà. Le discours responsable d'une autorité congolaise qui aspire à de grandes choses. La Belgique nous doit beaucoup. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé, on ne doit pas. Vous savez, même moi, quand j'ai suivi les chefs d'État, j'ai suivi le président de la République, j'ai suivi autre, je me suis resté un peu perplexe. Je me dis, mais nous allons où? C'est comme si on disait aux Belges, non, c'est fini, c'est bon, tout a été arrangé. Voilà. Maintenant, on redevient aux anciens amours. Maintenant, on repart. Tout a été arrangé, ça, c'est encore une autre question, mais je voudrais un peu savoir, monsieur Richard, tout autour de cette relique, l'authentification de cette relique a été faite. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire passer dans tout le pays une dent appartenant je ne sais à qui? Mais est-ce que réellement cette relique appartient à Lumumba? Disons, avant d'en arriver là, moi je ne vois pas la différence entre ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on savait avant. Rien n'a changé. C'est pour ça que je ne comprends pas comment ils disent que l'histoire a été rétablie. Voilà. Oui, tout ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc pour moi, avant le retour de la relique est égal après, oui, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas un symbole pour la Belgique de nous dire, bon, voilà, donc, on fait des petits pas vers vous, on apporte une relique, on apporte, je sais pas... Venons-en d'abord à la question concernant la relique elle-même. Bon. Moi, je ne suis pas sûr que cette relique soit vraiment la dent de Lumumba. Pourquoi? Parce que l'officier belge Gérard Zout qui avait ces reliques, lui-même parle de 2 dents d'abord. Il parle de 2 dents de devant. Et ça, c'est une molaire. Et quand tu vois la dent, c'est une molaire. Et donc, il y a une contradiction. Ensuite, le même, il s'appelle Zout, je crois. Le même Zout dit que lorsque le journaliste De Witt est venu le voir et qui lui a dit « tu risques d'être arrêté », il a jeté, il dit lui-même qu'il est allé, je ne sais pas dans quelle mer, et il a jeté les 2 dents. Après la visite de De Witt, je n'ai plus pu dormir. Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici. Il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où. Personne ne les retrouvera. Alors je ne comprends pas d'où elle sort celle-ci. Oui, c'est pour ça que je me pose la question. On n'a pas fait de test ADN. La meilleure façon de clarifier les choses, de mettre tout le monde d'accord, aurait été de faire un test ADN. Mais on m'a dit que le problème avec un tel test, c'est qu'on risque de casser la dent et de perdre la relique. Donc, on a là une question compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? On authentifie et puis on perd la dent, on garde la dent, mais on n'est pas sûr
Il est très important d'authentifier la Madame, moi, parce que c'est en fait ça, rétablir l'histoire. Oui, rétablir l'histoire, ce n'est pas nous apporter un objet. Rétablir l'histoire, c'est voilà, comme ça. Alors nous allons suivre pour une 4e fois Maître Nkassa qui nous parle un peu de cette relique sur le reportage. Cette dent a été retrouvée ou a été prise entre les mains de la fille du policier Gérard qui avait, n'est-ce pas, participé à la disparition du corps de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Maintenant, la question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce que cette dent est-elle authentique? Est-ce que c'est réellement la dent de Patrice Emery Lumumba? Parce que jusqu'à présent, aucune analyse ADN n'a été faite. Rien ne prouve que cette dent appartient réellement à notre premier ministre Patrice Emery Lumumba. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait une analyse ADN là-dessus. Et je dirais, par rapport à la responsabilité de la Belgique, d'ailleurs, cette restitution n'est que symbolique. C'est une restitution qui touche à la responsabilité morale et non juridique. D'ailleurs, comme je l'ai soutenu au début, ce n'est qu'une restitution symbolique et la responsabilité n'est que morale. Parce qu'il y a un distinguo qui doit être fait entre la responsabilité pénale et la responsabilité juridique et la responsabilité morale. La responsabilité morale n'a rien à voir avec la responsabilité juridique. D'une manière brève, cette restitution, bien qu'elle soit un aspect très important pour la République démocratique du Congo, mais cette responsabilité ne peut pas asseoir, cette restitution ne peut pas asseoir la responsabilité juridique de la Belgique. Voilà d'une manière brève ce que je voulais dire. Besoin que des responsabilités juridico-judiciaires soient établies et qu'une sentence soit véritablement donnée à la personne, aux personnes morales ou physiques qui ont intenté et qui ont organisé ce crime. C'est ce que le Congo demande. Et même plus loin, la famille, je pense, biologique de Lumumba sera en paix si cette vérité aujourd'hui était établie. Mais c'est vrai parce que je commence un peu à mieux comprendre les choses parce que on nous fait comprendre que ces dents étaient entre les mains d'une personne qui a participé à la disparition du corps. Mais qu'est-ce que cette personne a payé? Parce que s'il participe, il est co-auteur. Voilà. Je crois que c'est ça, maître. Il est co-auteur. Donc normalement, on a déjà le nom d'une personne. On a déjà une personne que nous pouvions poursuivre pénalement ou bien disons il a témoigné. Qui témoigne qu'il a... Il y a la vidéo qui circule. Mais voilà. Mais donc la République n'a pas besoin de beaucoup chercher. Il y a des années que cet homme parle de sa relique. Ça fait des années. Des années. Et la Belgique n'a réagi que parce qu'il y a eu des pressions. Mais il y a longtemps que la Belgique aurait dû se saisir de ce sujet et poursuivre le sujet belge qui avait cette dent. Mais est-ce que ça revient à la Belgique de poursuivre le sujet ou bien le sujet n'a pas commis de dommages à la Belgique? Il a commis des dommages. Et la compétence universelle dont les Belges se tardent souvent. Non, cette compétence universelle pour leur sujet, c'est autre chose. Et puis il faut aller plus loin. Il faudrait aller plus loin. Il n'était pas un mercenaire au Congo.
je rappelle. C'est un gendarme. C'était un gendarme belge au Congo. Oui, mais le crime, il a commis ici. Oui. D'accord, il a commis ici et le dommage, il a causé au Congo. Il n'a pas causé à la Belgique. Donc la Belgique n'a pas... Il a ramené la dent des Il y avait des officiers belges à l'aéroport. Oui, il a ramené la dent qu'on doit encore authentifier. On ne sait même pas si c'est celle de... Oui, monsieur... Merci encore pour la parole. Ce qui est sûr que l'on a retrouvé la dent entre les mains, d'après ce que Maître Fista venait de dire tout à l'heure, l'on a retrouvé la dent entre les mains d'une fille, d'un gendarme qui aurait participé. Qui avait voilà, parce qu'il a témoigné par lui-même. Pas aurait, il a participé. Alors, laissez-moi partir par cette lignée. Alors, actuellement, ce gendarme est-il vivant ou mort? Mort. Il est mort. Comme il est mort, une action publique ne peut pas être déclenchée vis-à-vis des morts. Ce qui est vrai. Alors, c'était à la RDC, au moment où cette personne était vivante, quand elle se promenait avec la dent, en train de l'exhiber partout, c'était à la RDC d'ouvrir une action contre cette personne. Pourquoi? Parce que les juridictions congolaises sont compétentes, en ce sens que le crime a été commis au Congo. Voyez-vous? Et demander l'extradition de ces messieurs-là qui se trouveraient en Belgique, de retourner en RDC. Et la RDC ne l'a pas fait en son temps. C'est comme ça, après lui, la dent est restée entre les mains de sa fille. Donc on ne pouvait pas arrêter sa fille parce que l'infraction est individuelle. Ça ne se transmet pas de père à fille. Alors, on ne pouvait pas arrêter sa fille. Mais la responsabilité civile, la fille hérite des actifs et du passif. Si, ça c'est pénal. Ça c'est pénal. Ça c'est pénal. C'est-à-dire, on ne pouvait pas arrêter la fille comme co-auteur de la mort de Lumumba. Non, la fille est restée avec la relique. Voyez-vous? C'est comme ça. Bon, essayons de... Et puis, si on peut évoluer, on doit quand même... D'un côté, l'on doute que ce soit la dent de Lumumba. D'un autre, l'on dit que c'est la dent de Lumumba, ainsi il faut arrêter la personne. Attention, si l'on doute de l'authenticité de cette dent, certes même la personne qui était en train de se promener avec la dent, si elle était vivante, je ne sais pas ce qu'on allait lui faire. Non, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça la question, mon cher ami. On part d'un principe. On dit que on a des vidéos. Une personne morte soit-elle a témoigné avoir participé au meurtre de Lumumba. Et cette personne de bon sens, avec toute sa rationalité, a dit avoir retiré de Lumumba ses dents. Et aujourd'hui, la Belgique dit, voilà, nous nous excusons de ce crime-là. Et tenez, nous vous retournons. Ils ne s'excusent pas, ils regrettent. Nous regrettons. Oui, mais c'est ça. Non, les excuses, c'est très très différent. Prenez la mesure qu'il faut. Prenez la mesure qu'il faut. Mais au moins, moi, je sais que la Belgique a présenté ses excuses au Congo par rapport au dossier Lumumba. Nous le saurons bientôt s'il a présenté des excuses ou des regrets. Non, mais quand vous allez dans le dictionnaire, c'est deux choses différentes. Mais entre-temps, ayant un peu les réactions des enfants qui parlent du retour de la relique, et on va savoir un peu plus quel est leur sentiment vis-à-vis de ça. Pas à l'amertume, il ne s'agit pas de pointer du doigt l'un ou l'autre. Simplement, je pense qu'il s'agit d'une figure importante dans notre roman national, dans notre histoire, et que nous gagnerions à ce qu'il soit davantage ancré dans l'espace public, dans l'éducation et dans le discours de manière générale qui est proposé à notre jeunesse. Nous saluons le fait que le président ait daigné nous accompagner dans cette démarche qui avait commencé initialement seule. La famille avait initié donc ce procès en Belgique en 2011 avec ses propres moyens.
Avec la famille, nous pensons que c'est un moment assez fort pour nous d'être enfin reconnu comme héros national, que mon grand-père soit enfin reconnu comme héros national. C'est vrai que ce sont trois êtres humains qui ont été torturés ensemble et qui sont morts ensemble dans les mêmes conditions, découpés et mis dans l'acide. Et malheureusement, l'histoire a fait que l'un des officiers belges a repris une dent, n'est-ce pas, d'un de nos grands-pères Lumumba comme trophée de chasse à l'époque. Donc aujourd'hui, nous commémorons, n'est-ce pas, les mémoires des trois, mais en même temps, c'est une occasion pour nous d'enterrer une partie de son corps. Et si vous me demandez les sentiments que nous avons, nous avons plein de sentiments en même temps. Nous ne savons pas exactement comment les définir. Mais yeah. Je suis content que l'effort de mes parents ont pu être abouti après tant d'années. Le gouvernement belge a montré une certaine forme de respect envers la famille en nous donnant le relique, je veux dire la dent, pour apporter au pays pour qu'on puisse tous célébrer notre héros national. On vous remercie. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces personnes étaient à côté de Lumumba, qui croyaient exactement à la bataille de Lumumba, ou bien se sont retrouvés à côté de Lumumba par hasard pour bénéficier aujourd'hui de ce titre? Dites-nous un peu, Okito et aussi Maurice Polo. Non, madame, moi je crois que ce n'est que justice. Et quand vous réalisez l'histoire, on vous dit que les deux compagnons ont été amenés après à Lubumbashi et assassinés ensemble là où nous avons vu à Silatembo avec Lumumba. Si vous voyez, pendant très longtemps, on est resté un peu d'ici. On a parlé beaucoup plus de Lumumba. Lumumba, c'est qui était vrai parce que c'est lui qui était leader, et c'est lui l'héros national. Mais nous devons aussi savoir que les deux, l'un était, je crois, ministre, l'autre était deuxième vice-président du Sénat. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des grandes personnalités. Oui, c'est des grandes personnalités, gens qui ont combattu ensemble avec lui. Je crois bien que ce n'était que justice. On ne peut pas parler de Lumumba sans parler de ces deux compagnons qui sont morts avec. C'est comme si quand on parle de Jésus, on parle aussi de deux brigands. Non, le 12. Non, mais pour Lumumba, on veut faire justice, on veut aller en justice pour réparation, mais pour Joseph Okito et Maurice Pomo, il faudrait aussi qu'il y ait justice, parce que je crois que ça doit être la même démarche. Il y a assassinat pour les trois. Oui, exact. Bon, madame, je crois que il faudrait élargir un peu cette question. Exact. On a considéré que se limiter à Lumumba, c'était pas assez. Il faut faire justice à Mpolo, Okito. Et puis, c'est pas assez non plus. Il y a Moulele qui est mort. Il y en a plein qui sont morts. Et est-ce qu'on va faire organiser des funérailles pour chacun d'entre eux? Moi, je crois qu'on aurait à gagner à élargir tout cela et à le faire une bonne fois pour toutes. À considérer toutes les victimes des années 60-65, par exemple. Et là, on aurait tous les autres, parce que et je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit plus méritant que les autres. Voilà ce que... Mais apparemment, nous comprenons que Patrice Emery Lumumba est plus méritant que les autres, parce que il a plus, il y a même un jour qui est un jour férié pour que nous puissions commémorer sa disparition, sa mort, mais c'est que nous accordons plus d'importance sur lui. Je ne dis pas le contraire, c'est très important, mais tout autour de cette bataille de l'indépendance, qui pour certains n'a pas été donnée de plein gré par la Belgique, et qui aujourd'hui regrette même que l'indépendance ait eu lieu un peu plus tôt, demandant à ce que nous ayons encore, que nous restions encore entre les mains de Belges,
nous vivions mieux, comme l'a dit Tante May. Oui, maintenant... Mais il y a quelqu'un qui disait même, est-ce qu'elle va encore durer longtemps, cette indépendance? Mais voilà, parce que beaucoup voudraient un peu revenir. Alors, maître, nous pouvions faire une action globale et pour mettre sur la liste toutes les personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que Lumumba, assassinés, tués, meurtres et tout ce genre de choses. Sans nécessairement leur donner le statut de héros. Oui, en fait que toutes ces familles ainsi que la République puissent finalement être en paix. Voilà, exactement. En paix. Parce que ce que nous voulons effectivement, c'est que l'histoire soit complètement rétablie. Voilà, toute l'histoire. Toute l'histoire, oui. Exactement, exactement, madame. Comme vous le savez, la vraie paix découle d'une bonne justice. Et je partage ici l'avis selon lequel que l'on doit regrouper les victimes des années 1960 jusqu'à 65 afin qu'il y ait réparation et ça va amener une paix. Et nous saluons le geste qui a été fait pour Okito Mpolo parce que nous pensions qu'il n'y a point de vie qui soit plus meilleure ou plus importante que d'autres. Voyez-vous, certes, lorsque nous vivons, chacun a son rôle à jouer. Il y a des rôles qui peuvent être plus importants que d'autres rôles, mais en matière de vie, en tout cas, nous ne partageons pas la vie selon laquelle qu'il y ait des vies qui soient plus importantes que celles des autres. La vie de Lumumba, c'était une vie importante comme celle de Okito et celle de Mpolo. Alors la RDC doit réparer une fois pour toutes afin de ne pas revenir chaque année. Vous avez oublié tel, vous avez oublié tel. Non, faisons une commission. Essayons de voir. Nous avons nos tribunaux ici. Point n'est besoin même d'en créer d'autres. Les tribunaux qui existent déjà peuvent faire ce travail, établir des responsabilités et arriver à la réparation. Cela va nous aider. D'accord, merci. Quelque chose à ajouter sur la relique, monsieur Martin? Bon, vraiment, en ce qui concerne la dent, moi personnellement, je suis un peu débuté, je ne sais pas. J'ai suivi l'enfant de Lumumba lui-même, il reconnaît que c'est la dent de son père. Qu'est-ce que nous allons encore dire? Je crois que ça serait nous mêler dans des débats inutiles. L'essentiel est qu'on puisse connaître la vérité. L'essentiel pour moi est que la République puisse réellement savoir qu'est-ce que les Belges ont fait pendant tout ce temps, en 1960, avec nos leaders. Pourquoi ils ont assassiné Lumumba, pourquoi ils ont assassiné Kito, on a parlé de Moulele, pourquoi ils les faisaient. Et qui sont responsables. Comme ça nous saurons, mais ce n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. Et comme si on dit, bon maintenant c'est bon, vous savez, quand on dirige, hein, on a besoin un peu de moyens, on a besoin de ceci, on a dit non maintenant ça va, nous allons maintenant reprendre la coopération, les Belges peuvent reprendre avec les faux Kananga, on va nous donner ceci, cela, et cela ne va pas résoudre totalement les problèmes, parce que les jours où il y aura d'autres dirigeants, quelqu'un qui reviendra, il dira, non pour moi, monsieur, vous devez faire ça, ça, ça. Mais je trouve que la question sur l'authentification de cette relique est très importante. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après des années qu'on se rende compte que qu'on a floué toute une république. Voilà, mais madame, oui, on a fait passer une dent dans toute la République, mais qui s'avère être le dent du gardien de rue. Voilà, un peu. Cette histoire là-bas. Oui, je crois que même si on devrait la casser, il y a toujours une possibilité de refaire une réplique, mais au moins on aurait eu l'exactitude que c'est exactement ça. C'était d'ailleurs la première question qu'on devrait se poser et la première réponse avant de la sortir de là où elle est
ici. Mais moi, je serais bien désolé si, après tous ces spectacles, cette dent n'a pas suivi ce cursus d'expertise. Parce que je crois que, comme on a pu le constater, la famille a fait un suivi. Il y a eu toute une démarche, un processus, qui jusqu'à le rendre aussi autant public. Je crois que la moindre des choses, pour la Belgique, ne serait-ce par respect pour la famille, avant de parler de la République démocratique du Congo, on devrait déjà nous présenter une dent, et cette question d'authentification ne devrait plus se poser. Si elle se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et moi j'insiste et je dis ici sur ce plateau, la République démocratique du Congo, la famille de Lumumba n'avait pas vraiment besoin d'une dent d'un personnage qui a été sauvagement assassiné. Ce dont la République, toute l'Afrique a besoin, et l'humanité même, pour que cela soit su et maintenu, a besoin aujourd'hui de savoir qui avait fait quoi. Et nous avons des pistes claires. Il y a la Belgique, nous le disons, la Belgique a participé à ce que nous appelons ces crimes odieux de Lumumba et ses compagnons. Et pour revenir sur la question des compagnons de Lumumba, Madame, ici c'est l'occasion pour nous de dire que ce sont des braves, ces gens qui ont été longtemps placés à l'écart de l'histoire. Lumumba, c'était un monsieur, un véritable animal politique. Voyez les discours qu'il a tenus. Alors si vous pouvez avoir des compagnons qui pouvaient supporter sa fugue, c'est-à-dire qu'ils étaient des personnes engagées, ce n'étaient pas des compagnons d'accident, mais c'était des véritables idéaux, des personnes qui partageaient la même vision que Lumumba, et aujourd'hui je ne peux que dire paix à leurs âmes. Moi j'ai quelques craintes. Oui. C'est que les témoins sont en train de disparaître. Bientôt il n'en restera plus. Il y a le Belge là, qui est décédé, mais il y a aussi des témoins congolais. Parce que j'imagine, maître, lorsqu'on procède à une enquête comme celle-là, il y a une reconstitution. Donc on va revenir à Tisville, l'avion qui prend les victimes, qui les emmène à Lubumbashi et tout. Et donc il y a aujourd'hui, ou peut-être qu'ils sont décédés, il y a des Congolais, des militaires congolais qui étaient témoins, qui ont vu, qui savent certaines choses. Et puis on se pose à Elisabethville aussi. C'est vraiment donc dans l'acide qu'il a été plongé, il ne faudrait pas qu'à qu'on y aille maintenant. Il y a la main qui ici, sort quelque part, c'est la main aussi de Lumumba. Voilà, alors, mais oui. S'agissant du test de l'ADN, et on a donné la raison que tous nous avions suivi, que si on procédait au test, la dent se serait cassée, on n'aurait plus de reliques en réalité. Mais nous devons aussi nous poser la question de savoir, est-ce que à part les tests de l'ADN, y a-t-il d'autres méthodes par lesquelles on peut établir que c'est la dent de Lumumba ou ce n'est pas la dent de Lumumba? Je crois que le procureur qui l'a arrêté, il a essayé de suivre certains témoignages et de construire l'histoire jusqu'à se dire exactement, selon lui, que c'est la dent de Lumumba. Donc entre nous remettre cette dent comme ça et la casser pour ne nous remettre rien, ils ont... Comment faire confiance nous remettre la vérité, madame. On nous aurait remis la vérité, madame. Nous avons remis la vérité. Madame, même le test de l'ADN, on peut les truquer. On peut truquer les résultats même dans un test. Non, mais il y aurait truqué. Ce sont des scientifiques. Il y a un problème. Les gendarmes belges parlent de dents du devant. Voilà. Mais quand vous regardez la relique, c'est une molaire. C'est une molaire, c'est pas le dent du devant. Donc il y a beaucoup de choses. Alors, l'indépendance, devoir de mémoire, qu'est-ce que pense tout le peuple congolais? Au micro-baladeur, nous allons comprendre, est-ce que c'est toujours dans l'espoir de dire que ça va changer, ou bien ça a changé, ou bien nous sommes toujours en train de vivre l'époque belge, mais sans les Belges. tozali na pasi pasi misala eza te toujours pasi kaka bahôpital ezomarche te okende hôpital monta bazosenga oza nango te okende na rési des eaux azofacture biso na forfait okende kodiscute kuna
conteneur na bino eza mabe, alors moyen de changer eza te. Eza un avantage, il y a régie des eaux. C'est la même chose. SNEL au courant, en tout cas, il y a 5 minutes, 10 minutes et qu'il tantôt, bouton ou bien la lingwana. Ils ont un avantage na bango. Les factures vont ne sont pas mbongo ou tous en angoté. Tous en a des bontés. Tous en a passé. Tous en a passé pour la mboka na biso. Passé. Tous en a passé yo moko zo mona. Passé tous en angolé lo mboka liboso tanga ba flama. Ba tu ba banek tu banako papa ba guti misala. Bazo futa bango salaire malamu. Bazo lia malamu. Bazo mela malamu bana. Bazo tanga classe pe malamu bana bazo selisa. Mais lelo yo. Tous en a passé makasi. Passé makasi pona nini. Toboti bana. Classe. Passe. Bana va classe na passe. Yo maman, il faut souffrir. Il faut te to lamba. O yo somba ki. OK, no kotangisa mwana. Batata misale zate. Bana bazo silisa ba classe. Misale zate. Bana bakumba kununa. Mboka nini? Botala nan bakonzi penza tabino moko. Tota nan likambango bino bato bokena ka bosimba ba français na monoko. Eloko nini na malonga bozo sala. Bénéfice moko tozwa na RDC na biso to monati. Les premières années. Fallait batika na ba mindele ba vendre belé ti ndenga Afrique ici des ala, les lots to zo bénéfice. Pour na eloko ba sala tozwa na bénéfice moko ti. Souffrance na souffrance. La Monique la 30 juillet oyo tokokoma ezali anniversaire ya Budi Kajiji na biso. Mais banda tozwaki indépendance ti lelo oyo na anniversaire oyo toza kosala na mbula oyo tomoni changement ata moko te. Tomoni ba pays ebele ezaki colonisé. Avant que colonisateur alongwa na mboka wana ba pays wana ezaki déjà bien préparé pour que mundele mutoko tikana na mboka na ye azala déjà aya ko remplacer mundele na ba poste mais yabiso bongo te o yabiso on avait pas été préparé et puis mundele iko kende prématurément par des désordres, des choses comme ça. Bon. Eh bien, vous avez suivi ici avec beaucoup de regrets que la population s'exprime. Pour certains, l'indépendance n'a rien changé et pour d'autres, l'indépendance les a complètement détruits. Donc, on se pose réellement la question, celle de savoir, cette indépendance était-elle importante pour le pays ou pas? Oui. Non, elle était importante, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas été bien préparée. Elle n'a pas été bien préparée des deux côtés. D'abord, plus du côté belge que du côté congolais, parce que les Congolais n'avaient aucune autorité à l'époque. En 1960, nous avions 15 universitaires, certains disent 16, mais disons 15 universitaires. Nous avions 800 prêtres et nous avions une population de 15 millions d'habitants, ce qui fait un universitaire pour 1 million d'habitants. Parmi ces universitaires, il n'y avait aucun économiste, aucun ingénieur, aucun médecin. Pour la plupart, ils avaient fait la psychologie, pédopsychologie. Philosophie. Voilà, c'est les Belges qui leur avaient imposé tout ça. Les Thomas Kanza, les Mouchiete, quand ils sont arrivés à Bruxelles, les Cardozo, les uns voulaient faire le droit, mais les Belges ont insisté pour qu'aucun d'eux ne fasse autre chose que la psycho-péda, quelque chose comme ça. Et donc, c'est avec ce capital intellectuel que nous sommes arrivés en 1960. Et le grand problème, et c'est un drame, c'est que nos pères, les pères de l'indépendance, ne se sont pas occupés de la chose la plus importante, qui était le volet économique de l'indépendance. Ils se sont tous rués sur le volet politique. Et je me rappelle, je n'y étais pas bon, d'après mes lectures, bien sûr. Il mémorie. Voilà, certains, dans
lors de la table ronde, ont proposé que les questions économiques soient abordées au cours de la table ronde. Mais la plupart des partis ont dit non, pas question, parce qu'il y a la campagne électorale qui va commencer. Et donc, ils sont rentrés au pays et ils ont envoyé des sous-fifres, des seconds couteaux à la table ronde économique, si je peux me permettre. Par exemple, pour le compte du MNC, il y avait qui? Il y avait Cardozo, il y avait Mobutu, qui représentait le MNC à une discussion économique. Et le président Mobutu a reconnu qu'il s'était fait flouer. Pas lui, mais tous, dans leur ensemble, se sont fait flouer parce que autant ils étaient bien préparés sur le plan politique concernant la table ronde politique, autant pour la table ronde économique, ils étaient très mal préparés. C'était l'inverse pour les Belges. Mal préparés pour la table ronde politique, parce que les Congolais ont tout gagné, tout raflé, mais pour ce qui est de la table ronde économique, ils ont tout raflé parce que les montages financiers étaient très complexes et il était difficile pour n'importe qui de s'y retrouver. Donc c'est que la Belgique déjà nous préparait à cela, parce que déjà nous interdire à avoir accès sur l'éducation économique, juridique. Donc ils étaient bien préparés. Ils sont un peu co-auteurs de notre manque de connaissances économiques du pays. Madame, moi je dirais ceci. Ce que notre frère nous a relaté, c'est une belle histoire que nous connaissons tous. Ça date de 1960. Et cela revient à dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas corrigé. C'est que cette malédiction-là est tentée de nous suivre, nous Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous avons combien d'économistes? De 1960, nous sommes en 2022. Mais nous avons des économistes sur le système belge éducatif. Oh, non, aujourd'hui nous en avons quand même. C'est un peu compliqué toujours, parce que d'une part, vous ne voulez pas d'eux, mais d'autre part, il reste quand même... Votre modèle chaque fois quand on à penser. Non, moi, chaque fois quand on pose cette question, les gens devaient dire que nous n'avons pas été préparés. Mais aujourd'hui, 60 ans après, est-ce que nous ne sommes pas préparés pour que l'échec d'aujourd'hui... Nous posons la question de savoir si la relique a été même authentifiée. Oui. Donc, quelque part, on a aussi des difficultés. Il ne faut pas se tromper d'époque. Préparer à assumer les responsabilités en 60, c'est une chose, c'est pas la même chose que préparer pour 2022. C'est-à-dire que si on avait des personnes qualifiées en 60, celles-là, vous voyez, auraient transmis des compétences aux autres. Exact. Et cela ne s'est pas fait. Je donne par exemple... regardez. Lorsque le prix du pain augmente dans certains pays, il y a une révolte. On l'a vu au Soudan. Lorsque le prix de l'essence a augmenté en France, ça a donné les gilets jaunes. Mais ici, les prix augmentent, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que la dimension économique est toujours sous-estimée. Moi, je considère que c'est un héritage de nos pères. Les gens ne s'intéressent qu'aux questions politiques. En fait, c'est ça. On n'est toujours pas préparés. On n'est toujours pas raison pour laquelle, madame. Vous saviez que même la Constitution est appelée la petite sœur de la Constitution belge. Je pense que c'est ça, non? Voilà, donc c'est-à-dire que jusqu'à ce jour, tous nos modèles économiques, juridiques, médicaux, je ne sais pas quoi, est toujours calqué par ce que le Belge font. Madame, pardon, je veux plus que... Moi, je me dis, pourquoi nous ne pas... Si nous savons très bien que sur le plan économique, nous n'avons pas été préparés. Pourquoi on ne se prépare pas? Vous pouviez répondre vous-même à la question. Pourquoi? Pourquoi? Les gens veulent aujourd'hui justifier leur échec en disant que nous n'avons pas été préparés. Parce que quand vous regardez en 1965 et aujourd'hui, nous avons eu combien de forums économiques, il y a des gens qui ont étudié. C'est comme si c'était une malédiction jetée sur les Congolais. J'aimerais qu'on fasse vraiment la part des choses. In memoriam, nous sommes occupés à dire qu'est-ce qui s'était passé dans l'histoire. Et bien entendu, pour que nous puissions corriger. Et peut-être que nous sommes déjà en train de corriger. Mais nous faisons un regard historique de ce qui a eu lieu. Ce qui est dit ici est pertinent. Moi, j'aimerais insister sur le fait que la Belgique n'avait pas le devoir de nous donner du pain. Le rapport entre les États est un rapport d'intérêt.
Vous allez dans une conférence pour discuter de vos intérêts. Vous pensez que vous êtes en mesure de flouer l'autre. Eh bien, la Belgique a fait ça. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce que tout pays sérieux pouvait faire en ce moment-là. Oui. Et nous avons malheureusement envoyé des sous-fifs, comme tu l'as dit toi-même, cher camarade, au lieu de penser à des questions pertinentes. Peut-être que c'était cette qualité des personnes qui, en ce moment-là, pensions-nous, étaient à même de répondre aux enjeux économiques. Mais on a vu par la suite qu'ils n'ont pas fait le poids. Si aujourd'hui, Mobutu a passé son temps à parler du contentieux belgo-congolais, zaïrois, c'était quoi? C'était cette question économique. C'était justement ça. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire la part des choses entre dire que nous avons été floués parce que nous n'étions pas à même compétents de répondre aux enjeux de l'heure. Mais aujourd'hui, là, tu as raison, nous devons dire, est-ce qu'on peut dresser nos fronts qui hier étaient courbés? C'est ça maintenant les débats d'aujourd'hui. Rien n'empêche aussi à la République de pouvoir demander réparation, parce que être floué, c'est un peu du dol. Oui, bien sûr, madame, mais attention. Attention, dans un accord, non, vous êtes d'égal à égal. Quelqu'un a parlé du contentieux belgo-congolais. Oui. En quoi il consiste? C'est l'ensemble des actions, des participations de l'État dans les anciennes sociétés à charte de l'époque. Les Belges en ont retourné au Congo. Lisez le livre du professeur Mabi Mulumba. Même Colette en parle. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit au sujet? On a retourné ces actions au Congo, mais les Congolais s'en sont désintéressés. Et au fur et à mesure, ces actions ont perdu de leur valeur, au point que certaines sociétés ont disparu, qui ont fermé. Le Congo ne sait plus ce que sont devenues ces actions. Donc, en fait, dans un sens, le Congo s'est comporté comme un bébé qui réclame une chose et qu'on lui donne cette chose. Plus quoi en faire. Voilà. Parce qu'à l'époque, j'avais noté 10 024 assistants techniques belges en 1959. C'est-à-dire à la veille de l'indépendance. Mais par la suite, combien d'assistants techniques les Congolais ont produit après l'indépendance? Nous en produisons beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Nous en produisons beaucoup. Aujourd'hui, oui, mais après l'indépendance, pour moi, j'ai dit 60. Vous savez combien de professeurs nous avons et il nous en faut combien? Nous avons 1600 professeurs et il nous en faut 13 000. Oui, c'est pas les universités qui manquent pour en produire. Ah non, mais le problème, c'est qu'on n'a que 1600 sur 13 000. C'est un déficit. Oui, c'est vrai, mais en quoi est-ce que ça regarderait la Belgique? Non, je parle d'une responsabilité. Responsabilité. Et les 1600 là que mon frère tentait de parler sont à Kinshasa, à Lubumbashi, qui est dans des grandes villes. Madame, à ce stade, même avec l'héritage du système éducatif belge, même avec 1600 professeurs et quelques assistants et chefs de travaux que nous avons dans notre pays, nous pouvons redresser la RDC même sur le plan économique. Donc la responsabilité nous incombe maintenant. Nous devons travailler, nous devons nous mettre aux aguets. Merci beaucoup, c'était très intéressant, très enrichissant. Je suis content. De bonnes intentions. Alors nous allons chuter par là. Nous sommes contents de vous avoir reçu sur ce plateau de In Memoriam et je crois qu'à la prochaine nous allons nous retrouver et pour parler cette fois-ci de la venue du roi de Belge à Kinshasa. Merci.